Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement vous parler de l'impact de la consommation de lait cru et de fromage sur la protection contre les allergies et l'asthme. Et je vais vous parler essentiellement des enseignements qu'on a pu tirer effectivement de la cohorte Pasteur. Alors, qu'est-ce que c'est cette cohorte Pasteur? On vous en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure en tout début de matinée. En fait, l'acronyme, c'est pour Protection contre l'allergie, étude de l'environnement rural. Donc, les objectifs de cette étude, c'est de confirmer l'influence de l'environnement fermier sur la survenue des maladies allergiques et d'évaluer les facteurs de prévention des maladies allergiques qui sont associés à cet environnement fermier. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on a modélisé comme étude? On a réalisé une étude longitudinale de cohorte de naissance, multicentrique, et on a inclus 1133 femmes enceintes qui vivaient toutes en milieu rural. La moitié était issue de milieux fermiers, d'élevage bovin de production laitière, et l'autre moitié n'était pas dans le milieu fermier. Donc c'était en fait les parents, est-ce qu'ils eux-mêmes étaient agriculteurs et avaient un élevage bovin de production laitière. Donc il y a 5 pays qui ont participé, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, la France et la Suisse. On a suivi les femmes du 3e trimestre de grossesse et les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. En ce moment, on est en train de réaliser la visite à 16 ans. On a demandé aux parents de remplir des journaux alimentaires de manière hebdomadaire, initialement pendant les premiers mois de vie, puis après de manière mensuelle. Et on leur a posé des questions sur la consommation de lait de ferme, de yaourt, de fromage, de beurre. Et puis, on a posé énormément de questions sur l'environnement dès les premières semaines de vie et aussi, bien sûr, pendant la grossesse. Et à plusieurs visites cliniques, on a évalué les maladies allergiques, la sensibilisation atopique, donc est-ce qu'on a un risque à être allergique. Et on a aussi réalisé des analyses microbiologiques et des prélèvements sanguins à l'âge d'1 an, 4 ans et demi, 6 ans, 10 ans, et puis on est en train de réaliser ceux à 16 ans. Donc ces 3 contrats européens, à peu près 60 publications à l'heure actuelle. Et vous avez une publication en français qui est parue dans le bulletin de l'Académie nationale de médecine tout récemment, qu'on a coécrit avec Dominique Angèle-Viton pour reprendre en fait les enseignements de la cohorte Pasteur de manière plus générale que juste en focusant sur la consommation de lait cru et de fromage. Alors, quand on a commencé à regarder l'environnement fermier pour comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer le fait que l'environnement fermier protégeait des maladies allergiques, on a voulu regarder la différence d'environnement entre les fermiers et les non-fermiers, en vous rappelant donc qu'on est tous dans un milieu rural. Et là, donc, on a regardé pendant la grossesse. Ici, vous avez la significativité de la différence entre fermiers et non-fermiers. Vous voyez que toutes ces données-là étaient significatives. Donc, on a le contact à l'étable, le contact avec les granges, avec les animaux de la ferme, avec les animaux domestiques. Et puis, on y arrive. Nous avons la consommation de lait de ferme, avec la consommation uniquement de lait de ferme bouilli, et puis la consommation de lait de ferme non bouilli, donc cru. Et on avait une différence significative entre les fermiers et les non-fermiers. Donc là, on est pendant la grossesse. Quid de l'enfant pour ces différences de l'environnement fermier? Là aussi, des différences pour le fait d'être souvent à la ferme, souvent en contact avec l'étable, les animaux. Et puis revient la consommation de lait de ferme, avec aussi consommation du coup de lait cru. Que ce soit avant l'âge de 10 mois ou après l'âge de 10 mois, avec des prévalences qui sont quand même relativement importantes chez les fermiers. Vous voyez que chez les fermiers, 16% des enfants avaient déjà consommé du lait cru de ferme avant l'âge de 10 mois. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat sur l'impact du lait cru de ferme sur les maladies allergiques ? Ici, vous avez une étude qui a regardé la consommation de lait cru, de lait de ferme, sur l'asthme. De manière générale, c'est qu'on dit lifetime prevalence, c'est-à-dire la prévalence sur toute la vie de l'enfant. Là, on était jusqu'à l'âge de 6 ans. L'asthme à 6 ans, l'atopie, la rhinite allergique et puis la dermatite atopique ou eczéma.
Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on n'a pas de différence significative parce que nos autres ratios, là, ici, comprennent 1 quand on regarde le lait de ferme de manière générale. Par contre, quand on regarde le lait cru de ferme, eh bien là, on va retrouver un effet avec une diminution d'un peu plus de 40% du risque d'asthme, d'atopie, de rhinite allergique 50% et de 25% pour la dermatite atopique. Donc on a un effet protecteur de la consommation de lait cru de ferme sur les allergies et l'asthme par rapport au lait acheté dans le commerce, puisque je vous remontre ici que la référence, ce à quoi on comparait, c'était le Exclusively Shop Milk, donc du lait finalement acheté dans le commerce. Alors après, on a regardé finalement qu'est-ce qui différencie ce lait de ferme du lait qui est acheté dans le commerce par les participants de l'étude pâture, les ruraux. Et ce qui est ressorti, c'est que la teneur en oméga 3 était beaucoup plus importante dans le lait de ferme que dans le lait qui était acheté dans le commerce. Et du coup, sur un sous-échantillon de la cohorte pâture, on a pu récupérer le lait qui était consommé par les participants et regarder la teneur en oméga 3 de ces laits. Et ce qu'on voit, c'est que ici, vous avez donc la teneur en oméga 3 du lait consommé. Ici, en rouge, c'est le lait consommé par ceux qui sont non asthmatiques. Et ici, en vert, le lait consommé par ceux qui sont asthmatiques. Et on voit que chez ceux qui n'ont pas d'asthme, le taux d'oméga 3, la teneur en oméga 3 du lait qui est consommé par eux est beaucoup plus élevé et de manière significative. Alors maintenant, on a aussi étudié la consommation de yaourt, et notamment c'est l'équipe suisse qui a beaucoup étudié la consommation de yaourt, et Caroline Roduit. Ici, ce sont les données pour la dermatite atopique, donc l'eczéma, et on voit qu'on a une diminution significative du risque de développer une dermatite atopique dans les 6 premières années de vie, lorsqu'on a commencé à consommer du yaourt avant l'âge d'1 an. Et c'est vrai dans toute la population qu'on ait un risque atopique parce qu'on a au moins un parent atopique qui est représenté par ce petit triangle rouge, ou qu'on n'ait pas de parent atopique. Pour le lait de ferme, c'était un peu moins franc. Et encore une fois, c'est parce que là, c'est le lait de ferme tout confondu, très probablement, et on n'a pas différencié les crus de ferme et les bouillies de ferme. Et puis, dans une autre étude de l'équipe de Caroline Roduit, on a aussi montré que l'introduction de yaourt avant l'âge d'1 an diminuait le risque d'asthme et d'allergie alimentaire à l'âge de 6 ans, avec un autre ratio à 40, donc une diminution du risque d'à peu près 60%. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'efficacité du yaourt ? Quand je vous montre, que ce soit sur les taux d'oméga 3 ou là le taux de butyrate, c'est des hypothèses qu'on a. Il y a probablement beaucoup de facteurs qui sont en cause. Mais là, c'est donc l'équipe de Caroline Roduit qui a poursuivi ses travaux pour essayer de comprendre pourquoi le yaourt pouvait avoir un effet protecteur. Et donc, on a regardé les taux de butyrate dans l'alimentation, en fait. Et on a regardé les taux de butyrate dans les selles à l'âge d'1 an chez les enfants. C'est-à-dire qu'on avait fait des prélèvements de selles et qu'on a regardé dans les selles le taux de butyrate, donc le taux de pas mal d'acides gras à courte chaîne, mais c'est le butyrate qui était le plus intéressant. Et on a regardé le lien, l'association avec l'alimentation. Et donc ici, il y avait le yaourt qui ressortait de manière très claire, et puis aussi le poisson et les légumes. Et quand on regarde l'association entre le taux de butyrate dans les selles et les maladies allergiques, donc ici vous avez les enfants qui ont un taux de butyrate inférieur au 95e percentile dans les selles, et sur cette colonne, les enfants qui ont un taux de butyrate supérieur ou égal au 95e percentile, donc ceux qui ont plutôt justement des selles qui sont très riches en butyrate, eh bien, on voit qu'il y a une différence significative pour la sensibilisation atopique à l'âge de 6 ans, mais aussi pour l'asthme, la rhinite allergique et les allergies alimentaires jusqu'à l'âge de 6 ans, avec chez ceux qui ont un taux de butyrate dans les selles à l'âge d'1 an inférieur au 95e percentile,
à peu près 12% d'asthme, presque 10% de rhinite allergique, 11% d'allergies alimentaires, contre plutôt 6-7% pour l'asthme et les allergies alimentaires, et aucun pour la rhinite allergique. Alors on est sur des petits effectifs de ceux qui avaient des taux de butyrate dans les selles supérieurs au 95e percentile dans les selles, mais ça reste quand même assez intéressant à regarder comme hypothèse. Et puis le fromage. Alors le fromage, on l'a étudié donc dans une étude avec Sophie Niclot, c'est une étude qui est parue l'année dernière. Donc on a regardé là, c'est les résultats pour la consommation de fromage à l'âge de 18 mois. Et on a regardé l'impact sur la dermatite atopique, les allergies alimentaires diagnostiquées par un médecin, la rhinite allergique, l'asthme et les sensibilisations atopiques aux allergènes alimentaires et puis aux allergènes respiratoires. Donc là, c'est consommation de fromage à l'âge de 18 mois. Est-ce que votre enfant en consomme? Oui, non. On ne regarde pas la diversité, quel type de fromage, ni quoi que ce soit. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution du risque. Donc ici, vous avez les odds ratios, là et là. Donc une diminution du risque de dermatite atopique de 50% à peu près quand l'enfant consomme du fromage, et de 70% de diminution du risque d'allergie alimentaire. Donc une association, parce que je parle de diminution du risque, mais comme on en a dit tout à l'heure, hein, on est dans une cohorte, c'est de l'étude observationnelle. En tout cas, c'est associé avec une diminution de risque de dermatite atopique et d'allergie alimentaire. Et puis alors, la question qui vient toujours, c'est de savoir si finalement, puisqu'on regarde à l'âge de 18 mois et que la dermatite atopique et les allergies alimentaires peuvent arriver très très tôt dans la vie, est-ce que finalement, les résultats qu'on retrouve, ce n'est pas parce que les enfants qui ont de l'eczéma et des allergies alimentaires consomment moins de fromage parce que les parents ont peur de diversifier l'alimentation, ou parce qu'il y a déjà des allergies alimentaires, et notamment de l'allergie aux protéines de lait de vache qui est suspectée chez ces enfants. Donc on a ensuite réalisé 2 autres modèles en excluant les enfants qui avaient déjà un diagnostic d'allergie alimentaire à l'âge d'1 an. Puis, dans le modèle 4, l'exclusion des enfants qui avaient déjà de la dermatite atopique à l'âge de 18 mois. Et là, on n'a plus de significativité puisque nos intervalles de confiance, en fait, se sont élargis parce qu'on perd énormément en puissance. La dermatite atopique et les allergies alimentaires sont effectivement des pathologies qui arrivent tôt dans la vie. Et donc, on a beaucoup moins de cas à étudier quand on retire tous ceux qui étaient déjà là à l'âge d'1 an, 1 an et demi. Par contre, pour essayer de creuser ça, parce qu'on voit quand même que les odds ratios sont toujours dans le même sens, hein, on ne se retrouve pas avec une inversion de notre association, c'est simplement qu'elle n'est plus significative. Eh bien, en fait, on a regardé les enfants qui n'avaient jamais mangé de fromage, est-ce qu'ils étaient en éviction des PLV, donc des protéines de lait de vache. Et en fait, 77% des enfants qui n'avaient jamais mangé de fromage n'étaient pas en éviction des protéines de lait de vache puisqu'ils consommaient du lait de vache et du yaourt. Donc on n'a vraiment pas l'impression que cet impact qu'on voit de la consommation de fromage soit en fait inverse et qu'il soit lié au fait que les enfants qui ont déjà un risque allergique n'en consommeraient pas. Et puis ensuite, on a voulu regarder la diversité de fromage, puisque en consommation oui-non, on avait quand même la grande majorité, à 18 mois, des enfants de la cohorte pâture, je crois qu'on était autour de 92%, qui consommaient du fromage. Donc là, on a regardé la diversité de fromage en établissant un score de diversité, donc en fonction de différents types de fromage, à pâte molle, à pâte pressée, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on garde un effet protecteur donc, contre la dermatite atopique et les allergies alimentaires. Et donc, on retrouve effectivement des odds ratios avec une association du coup qui va nous diminuer de 40% à peu près le risque de dermatite atopique, plus on va avoir un score de diversité de fromage important et une diminution du risque de 50% à peu près pour les allergies alimentaires. On avait là, quand même, avec notre modèle 3 qui avait exclu les enfants qui avaient déjà un diagnostic d'allergie alimentaire à l'âge d'1 an, on avait encore une significativité de l'association avec une diminution du risque de 30%. Alors finalement, une fois qu'on a vu tous ces résultats, est-ce qu'on est prêt pour l'interventionnel? Alors, on en rediscutera, mais moi, j'ai jamais pensé, je pense que j'étais très naïve avant qu'on publie cet article avec Sophie Niclot, j'ai jamais pensé qu'on allait déclencher autant de discussions là-dessus.
Et en fait, à peine publié, j'avais les néphrologues pédiatres de mon CHU qui sont venus me voir à mon bureau. Qui m'avaient même laissé des post-it parce que j'étais en congrès quelque part au moment où c'est paru, donc ils m'avaient laissé des post-it, on veut te parler absolument, voilà. Et puis il y a eu effectivement une réponse à notre article de la part d'équipes de néphrologues pédiatres, et on l'a vu tout à l'heure, il y a des vrais risques qui sont là et qui inquiètent, et forcément les néphrologues pédiatres qui traitent quotidiennement des enfants qui ont des syndromes hémolytiques et urémiques avec un risque d'insuffisance rénale sévère, eh bien, ils voient ce risque-là beaucoup plus que nous, hein, on voit par notre lunette à tous. Et donc je pense qu'effectivement, on n'est pas prêt pour de l'interventionnel sur le plan éthique. On aura du mal à le faire passer, de faire de l'interventionnel chez le petit enfant, chez le jeune enfant, puisque comme vous l'avez dit, c'est quand même chez cette population-là qu'on est le plus à risque. Mais par contre, avec Erika von Mussius, qui est la coordinatrice scientifique de l'étude Patur au niveau européen, eh bien, il y a une étude qui est en train de se mettre en place, qui est un essai clinique qui s'appelle MARTA Study. C'est une étude interventionnelle randomisée avec consommation de lait dès l'âge de 6 mois et pendant au moins 2 ans et demi, où ils ont fait 2 groupes, un groupe qui va consommer du lait UHT et puis un groupe qui va consommer du lait de ferme qui a été traité de façon minimale, mais sûr au plan microbiologique. Alors, je vous évite tout de suite la question de me demander comment ils ont fait. Il est sûr que je pense qu'ils vont breveter les choses si jamais ils retrouvent une efficacité. Et donc, j'ai pas les détails, en fait, à vous donner de comment ils l'ont traité de façon minimale. Mais l'idée est de retirer les risques infectieux sévères et de garder bien sûr, tous les autres agents microbiens et non microbiens qui sont potentiellement en cause dans la protection contre l'allergie et l'asthme. Et donc cette étude, on va regarder l'impact sur l'asthme et les allergies avec un suivi jusqu'à l'âge de 5 ans. Actuellement, il y a déjà 833 familles incluses et vous pouvez en savoir plus sur cette étude en allant sur le site de Martha Study. Je tiens à remercier tout le groupe d'études Patur. Et puis, je ne peux pas finir cette présentation sans rendre hommage au professeur Jean-Charles Dalphin, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, sans qui je n'aurais pas eu l'opportunité de travailler sur cette cohorte. Il était professeur en pneumologie et en allergologie, c'était l'investigateur principal de l'étude Patur pour la France. Il a dédié tous ses travaux de recherche à l'impact de l'environnement fermier sur les maladies respiratoires et allergiques. Et il nous a quittés brutalement en octobre dernier. Donc voilà, je souhaite lui rendre vivement hommage. Je vous remercie à tous de votre attention. Et puis,